Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le combat qu'on attendait tous entre Terence Crawford et Errol Spence. Alors, ça va être un podcast un peu différent des autres parce que j'ai pas forcément préparé. D'habitude, j'écris pas mal mes podcasts. Là, j'avoue que franchement, j'avais pas le cœur à écrire un truc là-dessus. Bon, pour ceux qui ont suivi mes podcasts, moi, vous savez que j'étais à fond pro Spence. Bon, du coup, mon prono était catastrophique parce qu'évidemment, j'avais pronostiqué une victoire de Spence un peu surprise. Alors, j'avoue que, évidemment, le scénario Crawford qui gagne, c'est quelque chose que j'avais en tête. Je pense que déjà, il y a une partie un peu supporterisme qui a aveuglé un peu le jugement en donnant plus de force à Spence dans l'affrontement que plus de chance en tout cas que ce qu'il avait vraiment. Mais bon, c'était quand même quelque chose de faisable vu les qualités du boxeur. Ensuite, il y avait un peu de méthode couée, je pense, de se dire ça va passer, ça va passer. Après, voilà, forcément, il existait le schéma où Crawford allait écraser Spence, mais pour moi, c'était 1% de chance que ça arrive. Et là, on a eu vraiment une démonstration de Crawford et une humiliation totale de Spence. Ça me fait hyper mal de le dire, mais vraiment, c'est à ça qu'on a assisté, quoi. C'était une mise à mort, quoi. Il l'a tabassé pendant, allez, il a fait un round Spence le premier, et puis après pendant 8 rounds c'était horrible, quoi. Pour moi qui suis supporter de Spence, franchement c'était dur à regarder. Et surtout là où j'ai considéré ce scénario, forcément quand on parle de boxe, on réfléchit à tous les scénarios possibles. Mais ce qui me faisait dire que ce serait pas forcément une masterclass de Crawford au-dessus de Spence, c'était le référentiel Sean Porter. Dans le sens où on a vu le combat de Crawford contre Porter. Certes, il a gagné, il a fait ce que personne n'avait fait avant à Porter, à savoir le mettre KO. Mais il n'avait pas marché sur Porter tout le combat. Ça a été un combat qui a été quand même disputé, même si Crawford était devant. Sachant que Spence est au-dessus de Porter, je me disais, Spence, naturellement, va forcément donner plus de mal à Crawford. Et le scénario qui m'avait fait faire mon pronostic, c'était de me dire, si Crawford est en difficulté physiquement face à Spence, qui est plus fort que Porter, et qu'il n'arrive pas à le dominer dans les échanges, plus le combat va avancer, plus Spence va prendre en confiance, et plus Spence va monter en puissance au fur et à mesure du combat, et c'est pour ça que je voyais cette fenêtre exister pour la victoire de Spence. Après, on connaît les armes de Crawford, on les a encore plus vues ce soir, enfin cette nuit en tout cas, au moment où j'enregistre ce podcast, donc c'était la nuit dernière. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à dire, le débat est complètement clos, mais on va y revenir. Sur le combat en lui-même, du coup, c'était vraiment un combat à sens unique, hein, je l'ai dit, c'était une punition. Sur la physionomie, on a Spence qui a fait illusion sur le premier round. Franchement, je me disais, c'est bien, il est bien dans son combat. On avait presque l'impression que Crawford était crispé. Bon, après, quand on connaît Crawford, on sait qu'il démarre un peu lentement, qu'il va analyser, donc c'était pas non plus. En tout cas, moi, j'ai pas pris ça pour acquis de me dire, Crawford est crispé, mais c'est ce qu'on entendait dire les fantastiques commentateurs d'RMC dont je ne parlerai pas. Mais ouais, du coup, premier round, on se dit, bon, Spence est bien, il commence déjà à mettre du débit, du volume, à travailler fort avec son bras avant. Donc on se dit, ça va être intéressant. Une fois qu'il y aura la mise en place tactique, on verra peut-être des choses intéressantes. Et ensuite, Crawford a complètement mis son emprise sur le combat. Le début du deuxième round, Spence est assez bon. Et puis ensuite, Crawford commence à accélérer par séquence, à bien faire son travail qui a tué Spence au final. C'est à savoir tous ses contres du bras avant, où il a complètement intégré le timing de Spence et il envoyait à chaque fois son jab puissant en même temps. Et en fait, il a cassé l'arme, en fait, la rampe de lancement de Spence, parce que Spence, il a besoin de son jab pour s'installer et pour ensuite se rapprocher et venir mettre ses coups puissants au corps, à la tête, etc. Et en cassant ça, en fait, il a complètement fait dérailler Spence, parce que du coup, en ayant toujours le timing pour lui mettre ce coup à chaque fois que Spence envoyait son jab, et il a commencé à faire douter Spence, et du coup, à casser cette mécanique huilée qu'avait Spence à installer son jab. Et je pense que c'est comme ça que Crawford est complètement rentré dans sa tête en fait. Et du coup, on l'a vu au fil du combat, Spence avait plus de solution. Il était obligé de se jeter. Et je disais, j'en parlais un peu en discutant, mais moi pour l'avoir vécu, quand on fait des entraînements de boxe, des sparring, parfois t'as un jour où t'as un mec qui va te contrer systématiquement.
tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment il fait, et ça va te rendre fou. Tu vas insister, tu vas commencer à faire des erreurs, tu vas commencer à te jeter parce que tu es frustré, parce que t'arrives pas à installer la box que tu veux, et c'est ça qui va te faire des erreurs. Et en fait, plus ça va arriver que tu te fasses contrer, plus tu vas déjouer, et plus ça va être impossible parce que le mec justement il est dans ta tête. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Spence. Donc ouais, il a mis toujours en fait Spence dans l'inconfort. Il avait aussi beaucoup de mal, Spence, à trouver la bonne distance. Même quand il avait à se rapprocher, il était trop près. Et c'est ça qui était impressionnant aussi chez Crawford, je trouve, c'est que d'habitude, Crawford il a souvent des combinaisons qui travaillent en allonge, parce qu'il a des plus grands bras en général. Et là on voyait que même de près ou à mi-distance, il était quand même à l'aise pour arriver à mettre des coups secs et courts, là où je pensais que Spence aurait un peu l'avantage. Et en plus c'est du pain béni parce que Spence a foncé sur lui en se découvrant de plus en plus. Et Crawford nous a montré à quel point il était exceptionnel parce que il est resté froid, méthodique tout le combat, hyper précis, et il a puni Spence à chaque fois qu'il a fait une erreur. Et genre lui c'était vraiment une mise à mort quoi. Et si je reprends un peu mes notes du combat pour en discuter, mais ah oui, un point intéressant aussi, c'est que ça pour le coup c'est un des seuls trucs sur lesquels je m'étais pas trompé, c'est que Crawford, je l'avais annoncé, son meilleur positionnement de pied c'est quand il est en gaucher. Contre Spence, il s'est pas amusé à se mettre d'abord en droitier, il a direct commencé en gaucher et il est resté gaucher pendant tout le combat. Et donc on voyait que dans le premier, Spence était l'agresseur. Il y avait un peu cette bataille de jab où Crawford commence à regarder le timing de Spence. On voit que Spence il avance, qu'il essaie d'envoyer les premiers coups au corps, mais que Crawford est plus rapide. Dans le deuxième, on voit que Spence il essaie d'envoyer un peu des bras arrière plus lourds à mesure qu'il installe son jab. Il met du débit et puis il finit par se faire cueillir en fin de round et se prendre un knockdown sur un super timing de Crawford. Ensuite, dans le troisième, on voit que Spence il est piqué dans son ego, surtout que on a l'impression que c'est pas un vrai gros knockdown qui prend Spence dans le deuxième, parce que c'est en bout de course, il est un peu en arrière sur les appuis, mais c'est quand même un knockdown parce qu'il le prend un peu pointe de la mâchoire. Donc on entendait les commentateurs dire oui, mauvais placement de pied et tout. Non, franchement il a pris un knockdown. Je pense que ça l'a un peu sonné, ça l'a pas mis KO comme d'autres qu'il a pris après, mais ça lui a quand même fait un petit choc je pense. Donc dans le troisième on voit qu'il est piqué dans son ego, il va essayer d'aller fort sur Crawford, mais c'est là qu'il commence à être pris systématiquement sur le timing. Crawford il pique hyper bien en contre, il commence à envoyer aussi des jabs très lourds. Là on voit qu'il a l'ascendance psychologique sur Spence, Crawford. Ensuite dans le quatrième, pareil, Spence perd la bataille du mental, il commence à aller trop à la bagarre. Crawford commence à augmenter le volume. Et Spence, on voit qu'il n'a pas de solution, qu'il s'empale sur le jab, qu'il prend beaucoup de coups. On le voit reculer, alors que c'est rare de voir un Spence reculer. Là, on se dit que c'est bon, Crawford est dans sa tête. Dans le cinquième, je suis surpris de voir directement aussitôt intervenir le médecin. Donc ça montre qu'on ne voulait pas prendre de risque dans ce combat. Spence, encore une fois, il ne trouve pas sa distance. Tu vois qu'il est frustré, il se mange encore tous les contres. Là, ça commence vraiment à tourner à la punition. On ne reconnaît pas du tout Spence, je trouve. Et surtout, un problème qu'il avait, c'est que il forçait ses coups et il essayait même pas de feinter en fait. Il avait vraiment pas de solution derrière. Et pareil, j'en parlais avec Vincent du coup, qui m'a fait cette remarque qui était hyper intéressante. C'est vrai que Derrick James, dans son coin, a pas réussi à lui donner de solution pour s'extraire de ce problème. Même à lui dire, tu sais quoi, franchement, laisse tourner un round. Ce que j'ai pensé qu'il faisait dans le 8ème, justement, on va y venir. Mais franchement, laisse tomber un round, reprends-toi, retravaille les fondamentaux, bouge, prends pas de coups et te jette pas sur lui, prends pas trop de dégâts, fais un reset et essaye de revenir dans le combat. Il n'y a rien eu du tout. Et à chaque fois, voilà, dans le 6ème, Crawford il fait payer systématiquement à Spence. Ses jabs ils passent tout le temps, Spence il commence à accrocher. Et encore une fois, il y a cet inconfort que Crawford arrive à mettre sur Spence. Dans le 7ème round, on a le 2ème knockdown, puis le 3ème knockdown sur des grosses combis de Crawford. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que ce qu'on dit, il bully le bully en fait. Et c'est hyper impressionnant, sachant qu'il vient des catégories d'en dessous et que Spence, on sait qu'il est taillé pour normalement être un gros welter quoi. Et ça aussi, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que, vu qu'il faisait que dire que c'était de plus en plus dur de faire le poids, ça avait joué dans sa forme? Franchement, quand on le voit bien dans le premier round, je pense pas qu'on puisse dire que
que ça a trop joué. Après, je sais pas, j'en ai parlé avec un de mes coachs qui me disait qu'il avait senti pas bien la pesée. Enfin, que quand lui l'avait vu, il s'était dit que là, il avait dû souffrir pour le poids. J'ai pas l'impression que ce soit une vraie excuse. Franchement, il a tellement été surclassé dans tous les compartiments que voilà, je l'ai pas trouvé apathique comme j'ai pu voir certains boxeurs parfois rincés par le fait d'avoir fait le poids. Donc je pense pas que c'est une excuse. Donc là, dans le 7ème, moi je me dis que franchement, il va vraiment avoir des séquelles, Spence, parce qu'il y a tout qui passe. Dans le 8ème, ben, on voit que Crawford il a vraiment brisé Spence mentalement. Il fait que reculer, il a plus de débit. C'est là où je dis que pour moi, j'avais l'impression qu'il faisait un peu un round de récup. Et ce que je trouve étrange à ce moment-là, d'ailleurs, c'est qu'on voit que Crawford, et c'est là où on voit que c'est un animal de sang-froid et que c'est un tueur en fait, c'est qu'il va pas rusher pour le finir, il va attendre. Et donc au début, je me dis, c'est bizarre, est-ce qu'il veut pas l'achever ou est-ce qu'il le laisse récupérer pour faire un gros finish vu l'avance qu'il sait qu'il a après avoir scoré 3 knockdowns. Mais contre un Spence, tu sais jamais. Si jamais tu as une chance de le finir, tu vas pas le laisser en vie et risquer un lucky punch, quoi que ce soit. Donc en fait, c'est vraiment qu'il est méthodique, qu'il presse pas, qu'il sait qu'il va l'avoir, qu'il n'a pas besoin de rusher, qu'il est sûr de sa force. Et ça, c'est encore plus impressionnant en fait, cette froideur qu'il a, Crawford. Dans le 9ème, on voit qu'il n'y a plus d'impact dans les jabs de Spence. Là, on se dit, franchement, c'est fini. Moi, je me disais, là, il faut arrêter quoi. À la fin, si jamais il ne l'arrête pas là, il faut que ce soit terminé. Il prend des déferlantes, il se fait massacrer. Et au final, il y a arrêt de l'arbitre, parti KO au bout d'une combinaison horrible pour Spence de Crawford où il y a tout qui passe. Donc voilà, l'arbitre arrête logiquement le combat. Et franchement, il n'y a rien à dire quoi. À ce stade-là, Crawford a été meilleur dans tous les compartiments du combat, comme je le disais, que ce soit le timing, la vitesse, la puissance. C'était vraiment impressionnant de la part de Crawford. Moi, vraiment, je m'attendais à une belle confrontation, mais je ne m'attendais pas à un Crawford de ce niveau-là. Et je faisais partie de ceux qui pas avaient des doutes, parce que je sais que c'est un super boxeur, que c'est un technicien hors pair, mais qui se disaient face à un niveau d'adversité encore supérieur, comment il va réagir, est-ce qu'il va faire quelque chose de grand. Et c'est là qu'on reconnaît les immenses champions. C'est que Spence, encore une fois, c'est pas n'importe qui. Donc ça, il faut le savoir aussi. C'est que là, il a eu l'air d'un pantin, Spence. Il avait l'air nul. Mais les très très grands boxeurs, c'est ceux qui rendent leurs adversaires nuls. Et on l'a vu avec Inoue et Fulton par exemple en début de semaine, où Inoue a rendu Fulton complètement nul. Et c'est ça la marque des grands, c'est que face à eux, vous n'avez aucune solution, et même si vous êtes un boxeur exceptionnel, vous aurez l'air nul, et c'est ce qui s'est passé avec Spence, c'est que Crawford en a fait sa chose en fait, il était tellement au-dessus, et je pense que c'est ça aussi la marque d'un très très grand champion. Et ça me coûte quelque part de le dire, parce qu'encore une fois, je suis supporter de Spence, mais je suis pas du tout anti-Crawford, donc j'ai aucun mal à dire ce que je suis en train de dire. Mais Crawford, il a su aussi se sublimer face à l'enjeu qu'il y avait. Et ça, c'est encore plus incroyable, c'est qu'il y avait beaucoup de pression. Il devait prouver au monde qu'il était vraiment. Il a saisi l'opportunité et il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, quoi. Donc ça, c'est hyper impressionnant. Sur la place du combat dans l'histoire, ce qui me déçoit un peu en fait, c'est qu'en étant aussi à sens unique ce combat, pour moi il laissera pas une trace dans l'histoire de la boxe forcément. C'était un affrontement attendu, mais un affrontement qui a tourné à la correction en fait, donc c'est difficile de dire qu'il aura une grosse place dans l'histoire. Les combats qui marquent l'histoire, c'est des combats qui sont ultra disputés, c'est les combats où il se passe des trucs de ouf. Typiquement, si on prend dans l'histoire récente une opposition qui a fait beaucoup parler, c'est celle entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Le premier combat, il est hyper impressionnant parce que Fury domine au point, mais il va au tapis. Donc il y a l'histoire. Le deuxième, qui est à sens unique pour Fury, pour moi c'est le moins marquant des trois, même s'il est impressionnant dans le narratif de la trilogie. C'est pareil, une punition que prend Wilder. Et le troisième, il y a quelque chose de plus, parce que même si la victoire de Fury est très impressionnante et que il atomise quand même Wilder, il va au tapis, il y a une dramaturgie. Là, la dramaturgie, elle est que dans un sens. Alors elle est très belle aussi parce qu'on s'attendait pas à une maîtrise aussi incroyable de la part de Crawford. Ce combat, il va rester dans la légende de Crawford, je pense, dans l'histoire personnelle de Crawford. Ça va être un de ses accomplissements incroyables. Mais on parlera de ce combat comme d'un combat au service de l'histoire de Crawford, pas d'un combat qui aura marqué l'histoire de la boxe, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est tout à fait ouvert au débat. Peut-être que je suis encore pas objectif
par rapport à la performance de Spence. Mais je trouve que voilà, ce côté unilatéral du combat fait qu'au final, on n'a pas eu l'affrontement qu'on espérait vraiment. En tout cas, moi, je ne l'ai pas eu. Et je dis pas ça, encore une fois, parce que j'étais pour Spence. Que Spence gagne ou perde, c'est anecdotique. C'est juste que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus disputé. Et du coup, je reste un peu sur ma faim. Peut-être que si j'avais été fan de Crawford, enfin en tout cas supporter de Crawford sur ce combat, j'aurais été hyper content parce que je me serais dit waouh, quelle masterclass. Je suis ravi d'avoir vu ce combat, c'était un très beau combat, mais j'aurais aimé une opposition un peu plus disputée, un truc à la hauteur de ce qu'on a construit comme build-up, où là en fait j'ai l'impression que il n'y avait pas match quoi. En fait il y avait 2 niveaux d'écart entre ces 2 boxeurs, et c'est ce qui s'est passé en fait. Donc voilà, je suis un peu sur ma faim par rapport à ça. J'aurais bien aimé plus de retournement de situation ou quelque chose de plus équilibré. Là voilà, ça me déçoit un peu par rapport à l'attente que j'avais vis-à-vis de ce combat. Par contre, sur la place de Crawford dans l'histoire de la boxe, là clairement en début de semaine, c'est marrant parce qu'encore une fois j'en parlais avec Vincent, où quand il y a eu la victoire d'Inoue, je lui disais là c'est sûr que quoi qu'il se passe ce week-end, c'est Inoue le numéro 1, il n'y a pas photo. Justement, encore une fois, dès qui peut battre Inoue, il a nullifié complètement Fulton, qui est bon, pas le plus grand boxeur du monde, mais qui est quand même un très bon boxeur, et l'a rendu inefficace, inexistant. Et ça, c'était la marque des grands, et on se disait mais qui peut battre Inoue en fait, avec la vitesse qu'il a, le punch qu'il a, la technique qu'il a. Et là en fait ces réflexions je me les fais pour Crawford. Et Crawford pareil, il a unifié la catégorie d'en dessous, il vient d'unifier les welter. Et là quand on voit ce qu'il a fait à Spence, encore une fois je le répète, il n'est pas n'importe qui, franchement c'est terrifiant en fait. Et moi je me dis aujourd'hui, alors peut-être que c'est parce que c'est le plus frais dans ma tête, mais vu le niveau d'adversité de ces catégories-là, parce qu'après le problème d'Inoue c'est aussi qu'il a une adversité moindre dans les combats, dans les catégories dans lesquelles il est, alors que Crawford, pour le coup, là, c'est vraiment très très impressionnant. Donc moi personnellement j'aurais tendance à le mettre numéro 1 et Inoue juste derrière en numéro 2, et Usyk numéro 3. Après c'est dur parce que les 3 en fait ils ont des accomplissements un peu similaires, mais ouais, j'aurais quand même tendance à mettre Crawford en 1, Inoue en 2 et Usyk en 3 en termes d'accomplissement et de niveau bien sûr. Dites-moi aussi, n'hésitez pas ce que vous pensez du classement aujourd'hui, qui devrait être le classement pound for pound. Et enfin pour finir, donc la revanche a été évoquée, en tout cas Spence a dit qu'il voulait la prendre. Alors je pense qu'il n'était pas hyper lucide à la fin du combat quand on lui a demandé. Je pense que c'est compliqué pour lui de dire autre chose que oui je veux la revanche à ce moment là de l'interview et à la fin du combat. Après je pense que si ses managers sont un peu intelligents, ils vont pas le mettre dedans. Surtout il disait qu'il voulait faire la revanche à 154 pardon, chez les super welter, donc quitter les welter. Mais je pense que Crawford a aucune raison de lui donner une revanche à un poids plus avantageux pour lui. Donc je pense que c'est l'argument qui fera que la revanche ne se fera pas, c'est que Spence dira et prendra la porte de sortie en disant franchement je peux plus aller à 147, donc en welter. Moi la revanche je la fais que en super welter, et c'est ce qui va clore le débat je pense, parce que vu ce qu'on a vu, je vois pas comment Spence peut proposer autre chose, et pour moi s'il fait une revanche il se fera tuer en fait, parce que là maintenant Crawford il a compris comment ça marchait, il a compris le timing. Je change pas un boxeur aussi radicalement que ce qu'il faudrait changer là pour en si peu de temps en fait. Et après voilà, c'est aussi une question de style, d'accord de style. Je pense que le style de Spence est parfait pour le timing de Crawford, la gestion de Crawford, et je pense que si on a de nouveau ce match-up, ce sera impossible qu'on soit pas dans les mêmes types de circonstances, voire un affrontement pire. Si c'était la catégorie dessus, je sais pas, peut-être qu'il y aura encore plus de puissance côté Spence, mais aussi côté Crawford, parce que Crawford, il a quand même réussi à l'écraser en termes de puissance. Et ça, c'est aussi très très impressionnant. Donc voilà, je pense et j'espère que la revanche se fera pas, parce que je vois pas ce que ça pourrait amener en fait. Aujourd'hui, j'y crois pas. À voir ce qu'ils vont nous servir. Je pense encore une fois que Spence prendra la porte de sortie et il aurait bien raison de le faire. Bravo à Crawford, franchement, voilà, je suis dégoûté aujourd'hui, c'est dur, j'ai eu mal à la tête ce matin, mais il n'y a rien à dire, franchement, chapeau à lui, très très grosse performance, très très bon boxeur. Maintenant j'aimerais le voir contre un Jaron Ennis. Je sais que lui il aimerait bien aussi, il en avait parlé à l'époque, prendre
prendre Charlo, donc à voir ce qui se passe avec Canelo. Ça peut être pas mal aussi. Mais voilà, des beaux défis à venir pour Crawford. Est-ce que Charlo vengera Spence? C'est la question qu'on peut se poser. Franchement, vu le niveau de Crawford, je pense pas. Mais voilà. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner à la page, bien sûr, commenter, ça fait toujours plaisir. Merci, j'ai reçu pas mal de messages hyper encourageants récemment. Ça m'a fait super plaisir. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais ça prend du temps de faire des podcasts. Moi je fais ça par plaisir parce que je kiffe ça, parce que j'aime aussi les opportunités d'échanger que ça me donne, d'échanger avec vous, donc c'est cool quand vous commentez, ça fait toujours hyper plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires. Et on se retrouve assez vite. J'aimerais bien faire un podcast sur les poids lourds avant de partir en vacances à la fin de la semaine, donc j'essaie de vous sortir ça cette semaine. Merci beaucoup, portez-vous bien, à la prochaine, salut!